Pour ceux qui se demandent, Stupid Economics est bien installé à Montpellier. Et voilà le nouveau set dans lequel on va tourner. Alors tournons. Comme beaucoup de gens, je sais qu'Instagram existe, et à part des photos d'amis qui veulent se la péter, un autre truc qu'on trouve beaucoup sur Instagram, ce sont des inconnus qui veulent se la péter. Merde, elle est où mon image de mec avec les Ferrari là? Bon, j'ai pas trouvé vraiment la photo, je sais plus où elle est. C'est comme ça, hein. Donc on voit des belles bagnoles, des sacs, des chaussures, des fringues, des sacs à main, plein de trucs de ce genre-là, mais peu importe, parce que moi ça me pose surtout une question, c'est qu'est-ce que le luxe et à quoi ça sert? Tu parles du luxe à un économiste, il va direct parler de l'effet Veblen. Normalement, un produit, ça marche sur l'offre et la demande. On peut aller voir le graphe même. Alors, graphe, offre et demande, boum. Ce qu'on voit ici, c'est l'axe du prix, l'axe de la quantité, et puis là, on voit la demande qui va diminuer en fonction du prix. Donc plus le prix est élevé, plus la demande pour un produit va diminuer. Donc ça, c'est l'idée de base, et il y a plein de produits qui fonctionnent comme ça. Ça peut être le café, les poignées de porte ou les tasses ou n'importe quoi. Et justement, une des exceptions, c'est l'effet Veblen. Le nom Veblen vient d'un sociologue mort. Alors je vais essayer de le retrouver. Veblen. Et boum. Dans la culture américaine, le premier à s'être réellement intéressé au concept de consommation a été le sociologue grincheux et irascible Thorstein Veblen. Thorstein Veblen est l'auteur de La théorie de la classe de loisirs, un ouvrage satirique par certains côtés, mais qui analysait surtout l'utilisation grandissante des biens matériels pour afficher son statut social et créer une supériorité de classe. Et du coup, on va aller voir directement dans son livre, donc ça s'appelle The Theory of the Leisure Class. Et donc voilà ce qu'il a écrit. Since the consumption of these more excellent goods is an evidence of wealth, it becomes honorific. And conversely, the failure to consume in due quantity and quality becomes a mark of inferiority and demerit. Si on revient sur le graphe de l'offre et la demande, en fait, l'effet Veblen, ça ressemblerait plutôt à ça. Donc ça veut dire que la demande n'est pas descendante avec le prix, mais plutôt qu'elle va moduler différemment. Donc en gros, si je suis 5 € la montre, il y a beaucoup de demandes, parce que tout le monde veut une très bonne montre à 5 €. Si je la mets à 500 €, il va y avoir moins de demandes, parce que en fait, c'est une très bonne montre, mais qui fait un peu cher. Et quand on va au-dessus de ça, quand on va au-dessus des 500 €, je sais pas moi, à 5000 € par exemple ici, eh bien en fait, on va avoir quelque chose de nouveau qui va se créer, c'est que tout le monde ne peut pas avoir cette montre. Donc, je peux vouloir cette montre simplement parce que les autres ne peuvent pas l'avoir. Et c'est ce qui s'appelle la consommation ostentatoire. Donc l'objectif, selon Veblen, c'est d'accroître son statut social par sa consommation. Mais la consommation ostentatoire ne fait pas tout, et je vais pas forcément respecter quelqu'un qui a une Ferrari juste parce qu'il a une Ferrari. Je peux aussi m'en foutre et avoir un peu pitié de sa manière de consommer aussi. Hashtag luxury life. En plus de ça, ça crée aussi un autre effet qui est décrit par le psychologue Paul Bloom, qui décrit ça en fait comme une course à l'armement. Par exemple, si tout le monde commence à envoyer par exemple leurs gamins en école privée un peu classe, en partie parce que l'éducation est bonne, mais aussi en partie pour montrer aux autres qu'ils le peuvent. Alors ça veut dire que moi aussi derrière j'ai une certaine pression d'envoyer mon gamin dans une école privée classe si je veux pas perdre en statut social. Et encore une fois, le prix importe peu sur ce genre de produit parce que ça fait partie de l'identité en fait. Et du coup cette consommation qui devient de plus en plus populaire va être de plus en plus demandée, et ce qui peut aussi créer une certaine compétition pour avoir accès à ce bien ou à ce service. Mais cette course-là, elle peut être vraiment rationnelle au niveau individuel. De la même manière que la course à l'armement est rationnelle pour un pays qui s'y engage. Si les Américains ont un porte-avions, alors la Chine veut avoir un porte-avions, mais alors l'Inde veut en avoir un, et puis la Russie, et puis la France, et puis tout le monde veut avoir son porte-avions ou son arme nucléaire ou je sais pas trop quoi. Parce que si on regarde au niveau plus global, en fait ça ressemble vraiment à un gâchis de ressources qui pourrait avoir une meilleure utilisation. Mais il est très compliqué de sortir de cette course, d'être le premier à sortir. Et on pourrait se dire, on arrête là, on va investir toutes ces thunes qu'on met dans des armes, on va l'investir, je sais pas, dans des jolis parcs et dans sauver la faim dans le monde. Mais non, parce que peu importe la course, que ce soit l'armement ou la consommation ostentatoire, il y a beaucoup à perdre à ne pas y participer. Mais on est quand même dans un contexte de hausse des inégalités, surtout au sein des pays, parce que généralement pour voir les inégalités, c'est pas si évident que ça. Il faut faire des graphiques, des graphes, des machins, des trucs. Genre là, c'est l'évolution de l'indice de Gini entre 2007 et 2010. L'avantage du luxe, par contre, c'est que c'est un signal beaucoup plus visible. Il suffit de sortir dans la rue et de tomber avec une personne, je sais pas, qui a une montre à 5000 balles, et là, tu la vois assez bien, l'inégalité. Et ce que l'on voit dans la rue, on le retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Quand on va sur hashtag luxe, on voit que cette personne-là a peut-être pas le même niveau de vie que toi. Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui a pas le même niveau de vie que toi? Hashtag luxury life, hashtag millionnaire, hashtag... Et donc logiquement, on en arrive à la question des effets que la vision des inégalités peut avoir. Et comme il existe forcément une étude sur tout, eh bien, il y en a une qui cherche à répondre à cette question-là. On ne peut pas lire sur Nature, donc poum, poum, pim...
Sci-Hub. Et on arrive sur justement le papier en question. Donc ça c'est l'étude de Akihiro Nishi et de ses collègues qui s'appelle Inequality and Visibility of Wealth in Experimental Social Network. Donc il commence par nous dire que les primates, que ce soit les humains ou les singes capucins, ont tendance à préférer une distribution des biens égalitaire. Et ça c'est un truc qu'on peut voir d'ailleurs, je vais vous le faire voir. Donc en fait, le but de cette étude, c'est de faire voir ce qui se passe chez les singes capucins. Ils doivent accomplir la même tâche, donc c'est de donner un caillou à l'expérimentateur, et en récompense, celui-ci reçoit des raisins et celui-ci reçoit des bouts de concombre. Et a priori, il préfère le raisin, puisqu'on va voir un comportement du singe, en fait, qui refuse. Enfin voilà. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer plus que ça? Il n'est pas content. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous ai montré ça, mais maintenant, c'est trop tard. Si on revient sur l'étude de Akihiro Nishi et de ses collègues, lui il cherche à mesurer l'inégalité et la coopération dans une société où la richesse du voisin est soit visible, soit invisible. Et du coup, il a créé plein de petites sociétés avec des cobayes. Et donc, dans certaines sociétés, elles sont plus égalitaires et d'autres moins. Et puis, dans certaines sociétés, les voisins entre eux peuvent voir la richesse des uns et des autres, et puis dans d'autres, non. Donc les cobayes se voient distribuer de la thune de manière plus ou moins égale au début d'un jeu. Pendant 10 tours, ils peuvent choisir soit de diminuer de 50% de leur thune au profit d'une augmentation de 100 de thune pour leurs voisins, ou de ne pas le faire. Et ils peuvent également choisir de changer de voisin s'ils les trouvent pas assez partageurs, par exemple. Et donc je vais essayer de retrouver le graphe qui montre bien ça. Poum, 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 je trouve plus. C'est celui... Bah, il était juste là en fait, il était tout au début. Donc voilà, on a le graphe parfait, je vais même le mettre en plein écran. Quand il y a une condition initiale d'inégalité élevée et que les voisins peuvent voir la richesse les uns des autres, eh bien en fait on va avoir une inégalité qui va se maintenir. Alors que quand il y a une condition initiale inégale mais que les gens n'ont pas l'information de qui est riche, de qui est pauvre, on va voir le coefficient de Gini, donc c'est ce qui mesure l'inégalité dans cette société, eh bien il va baisser, il va se rapprocher de zéro, donc ça veut dire qu'on a une société plus égalitaire. Bien sûr ça après c'est une expérimentation, on peut pas faire de parallèle trop direct comme ça, mais les chercheurs parlent tout de même des effets de la consommation ostentatoire et de sa capacité à révéler en fait la richesse. Et ça tend aussi à montrer une tendance problématique du luxe, c'est qu'en révélant les différences de statut social, notre consommation peut les renforcer. Mais du coup, si on part du principe que la consommation de luxe est une course à gain nul, on pourrait souhaiter ralentir cette course pour capter un peu de la thune qui est dépensée en considérant qu'elle ne sert pas à grand chose. Et si je reviens sur l'effet Veblen, l'avantage c'est que les clients ne sont pas très sensibles au prix puisque le prix fait justement partie du signal. Donc c'est un vieux papier, tchac. Ça s'appelle Conspicuous Consumption, Pure Profits and the Luxury Tax. Et donc voilà ce qu'il dit dans le papier, c'est second, within the context of our model, a properly designed luxury tax amounts to a tax on pure profits and is therefore non-distortionary. Super dur à dire. Donc ce qu'il dit dans les grandes lignes, c'est que les entreprises de luxe vont sans doute adapter leur prix et baisser un peu leur marge, et ça c'est vu comme une taxe qui ne crée pas trop de distorsion parce que le client, vu qu'il s'en fout un peu du prix, on s'attend à ce qu'il consomme toujours autant de ce type de produit. Et que ce soit l'entreprise ou l'État qui gagne de la thune, a priori pour le client ça change pas grand chose. Mais ça justement c'est pas forcément si simple parce que entre l'idée et l'application, ben souvent il y a un gros pas. Et en France d'ailleurs on a plusieurs taxes sur le luxe. Vous en avez peut-être jamais entendu parler mais elles ont été mises en place après l'abandon de l'ISF. Une des plus connues c'est la taxe sur les yachts et le problème justement c'est que si je tape taxe sur les yachts, ça va me donner ça. Le flop de la taxe sur les yachts. La taxe yacht rapporte des clopinettes. La réforme de l'ISF se noie, les yachts changent de cap. Le yacht tax n'a rapporté que 82 500 € à l'État. Bref, ça n'a pas l'air de marcher. Le problème, c'est encore une version de ce que l'on entend sans arrêt. En fait, c'est si les pays d'à côté n'ont pas la même taxation, n'ont pas le même régime fiscal, alors ça encourage juste les gens à acheter ailleurs ou à immatriculer leur yacht ailleurs. Et dans le cas des yachts, justement, il existe déjà un espèce de gros trafic qui vise à acheter et à les immatriculer en passant par des paradis fiscaux. Il me semble que c'était dans les Paradise Papers, je vais vérifier ça aussi très vite. Paradise Papers yacht. Voilà, Le Monde qui dit les Paradise Papers ont dévoilé une fraude à la TVA de grande ampleur dans le secteur des yachts, a déclaré l'institution. Donc ça, c'est la Commission européenne qui dit ça. Ouais, c'est Grèce, Chypre et Malte. Donc en fait, tous les yachts achetés et immatriculés dans ces pays-là, et en gros, bah, toute l'assiette de l'impôt en fait se barre. L'assiette, c'est ce qu'on peut taxer en fait. Je crois qu'il n'y a qu'une personne ou 3-4 personnes. Eh, pas de pub. Cousine Marie est revenue pour une... Je sais pas quoi faire. Parce que normalement j'ai un adblocker
Et du coup, là, je sais pas comment agir en fait. Je crois qu'il faut appuyer là-dessus. Putain, mais ça fait rien. Ah, c'est dur les pubs, hein. Dur, dur, dur. Et mettez des adblockers, vraiment. Hein. Ouh là là, on en a déjà parlé dans un épisode, comme quoi valait mieux mettre des adblockers et éventuellement filer 1 euro ou 2 par-ci par-là, mais parce que sinon c'est vraiment dur quoi. Oui, donc en gros il y a 7 navires qui ont dû payer quelque chose et je pense qu'il y a plus de 7 yachts en France. Donc du coup, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais du coup, ce qui est intéressant avec ça, c'est comment on arrive à partir d'une taxe idéale qui, a priori, ne devrait taxer que le profit et qui ne crée pas de distorsion, à arriver à une taxe qui, au final, fait des gros titres parce qu'elle ne fonctionne pas du tout. Parce qu'avant ça, il y a toute une discussion, justement, sur le fait de savoir s'il est souhaitable de taxer le luxe ou non. Parce que, par exemple, sur la taxe sur les yachts, si elle montre une chose, c'est qu'il vaut mieux créer des taxes et des impôts qui fonctionnent plutôt que de simplement appeler quelque chose taxe sur les yachts qui n'a de taxe en fait que le nom puisque pratiquement personne ne la paie. Et je trouve ça intéressant d'essayer de déceler la part d'ostentation qu'on peut avoir en achetant une veste, en achetant, je sais pas moi-même, un journal. Je pense qu'il y a une partie aussi de j'achète cet abonnement parce que je veux être quelqu'un qui connaît les sujets, etc. Et c'est pas simplement pour m'informer. Ça va peut-être pas changer votre vie, mais je pense que c'est important de temps en temps de se rappeler aussi pourquoi est-ce que je consomme tel ou tel produit, qu'est-ce qu'il m'apporte vraiment, est-ce que je le fais pour les autres ou est-ce que je le fais pour moi, ou enfin vous voyez ce genre de questions basiques. Mais surtout, je me pose une dernière question. Est-ce que le luxe, ce ne serait pas simplement de faire partie du 1% de quelque chose? Et ça tombe bien parce que c'est notre objectif que 1% des abonnés de Stupid Economics contribuent d'au moins 1 euro par mois pour que ce genre de programme puisse continuer d'exister et puis permettre aux 99% d'avoir la possibilité d'accéder à un contenu un peu différent de ce que l'on trouve en majorité sur YouTube. Et du coup, un grand merci à tous ceux qui soutiennent déjà Stupid Economics. Merci vraiment. C'était Stupid Economics. Sur ce... Hashtag luxury cars, hashtag super car, hashtag stunning, hashtag cool, hashtag luxury life, hashtag millionaire, hashtag millionaire mindset, hashtag millionaire lifestyle, hashtag billionaire. Ok, millionnaire, billionaire. Ils s'en foutent même.